Bonjour à tous, édition spéciale sur Public Sénat pour vivre en direct le premier conseil des ministres du gouvernement d'Édouard Philippe. Les 22 ministres nommés hier réunis pour la première fois ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Un conseil des ministres qui a débuté à 11h et on retrouve tout de suite sur place dans la cour de l'Élysée Saveria Rojac. Alors Saveria, vous avez vu arriver ces ministres qui faisaient leur premier pas dans cette cour de l'Élysée. Dans quel état d'esprit étaient-ils? J'ai pas de retour antenne. Là, on est à l'antenne. Parlez-moi plus fort. Visiblement, Saveria qui a un petit peu de mal à nous entendre. On va la retrouver un peu plus tard dans cette cour de l'Élysée où, je vous le disais, les ministres sont arrivés il y a maintenant une demi-heure puisque le premier conseil des ministres a débuté à 11h. Nous allons notamment vivre en direct cette sortie du conseil des ministres ainsi que le premier point presse de Christophe Castaner, nommé hier porte-parole du gouvernement. Ce sera à suivre en direct à l'issue du conseil des ministres. Et pour analyser et suivre ce premier conseil des ministres, 4 invités sur ce plateau. Gaël Brustier, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes politologue. Jean-Philippe de Rosier, bonjour. Bonjour. Constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université de Lille 2. Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante directrice chez Tilder. Et le politologue Olivier Roucan. Bonjour et merci d'être là. Alors, on l'a dit, c'est un premier conseil des ministres. Et c'est aussi, Olivier Roucan, une première pour beaucoup d'entre eux, puisque seuls 4 ministres sur les 22 nommés hier l'étaient déjà auparavant. Oui, donc la promesse du renouvellement, on l'a dit depuis hier, est tenue. Alors un premier conseil des ministres, c'est toujours impressionnant pour les nouveaux venus, d'autant là que le président semble attaché à une symbolique républicaine, le retour des ministres d'État en force, donc ce sera sans doute un moment solennel. Et j'ai appris qu'il ne pourrait pas s'exprimer à la sortie du Conseil des ministres. Donc on voit aussi la volonté, dans ce moment symbolique de transition, de bien maîtriser la communication. Et on pense évidemment à l'autorité du président dans ces conseils des ministres. On voit que le style Macron, semble-t-il, fait en effet référence à une présidence qui marque son autorité. On a vu arriver, c'est vrai, Marie-Virginie Klein, ces ministres, alors tout sourire mais sans un mot. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer à l'issue du Conseil des ministres, pas le droit de répondre aux questions des journalistes présents dans la cour. C'est encore une fois, comme on le voit depuis le premier jour du quinquennat d'Emmanuel Macron, une volonté de maîtriser parfaitement la communication. Oui, là je crois qu'il y a une prudence absolue qui est réservée notamment à ce premier Conseil des ministres pour la simple raison qu'on a quand même près de la moitié des nouveaux ministres qui sont issus de la société civile et donc qui ne sont pas rompus à ce type d'exercice et qui ne connaissent pas les pièges dans lesquels on peut tomber. Un exemple, tout le monde connaît le canard enchaîné. Le canard enchaîné tombe tous les jeudis matins, le lendemain du Conseil des ministres. Mercredi. Tous les mercredis, oui, pardon. Le jour du Conseil des ministres. Et en général, il est souvent alimenté, soit pendant le Conseil, ou soit juste à l'issue du Conseil. C'est peut-être une de ces précautions-là auxquelles le gouvernement Macron aurait pensé. Alors, on le disait, Gaël Brustier, c'est une grande première pour beaucoup d'entre eux. Et pour le premier d'entre eux, Édouard Philippe, qui lui n'a jamais été ministre et qui vit donc ce matin son premier Conseil des ministres. Oui, bon, le rôle d'Édouard Philippe est très simple, c'est de désarticuler la droite. On peut avoir une grille de lecture assez simple, en fait, de ce premier gouvernement de l'ère Macron. Il cumule 2 particularités. Il est d'une part le reflet des élites compétentes de la Ve République. Et d'autre part, il est le cabinet d'adaptation de la France au nouveau capitalisme en devenir. Donc une fois qu'on a ces 2 identités du macronisme, on comprend très bien, c'est une espèce de syncrétisme, on comprend très bien comment il a été construit avec cette particularité tactique qui est celle d'attirer Bruno Le Maire, Darmanin, etc. etc. Alors, on va revenir, Gaël Brustier, sur ce gouvernement, sur cette composition du gouvernement tout au long de cette émission. Mais pour rester sur ce premier Conseil des ministres, Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'on imagine, on peut supposer qu'Emmanuel Macron, ce matin, va vouloir d'ores et déjà imprimer sa marque ?
Ah oui, c'est le tout premier événement est évidemment symbolique et fixe la feuille de route et les méthodes de fonctionnement pour l'avenir. Alors on peut toujours ensuite rectifier le tir, mais ce qui va se produire ce matin, Salon Murat à l'Élysée, évidemment, va marquer l'empreinte de ce quinquennat et c'est très évidemment l'empreinte d'Emmanuel Macron. On a vu depuis le 7 mai, depuis le 14 mai, qu'il veut être un président qui préside, un président marqué de cette empreinte gaullienne en charge de l'essentiel. Et on sait à quel point le Conseil des ministres avait un rôle fort sous le général de Gaulle. Il faut bien souligner que le retour du Conseil des ministres est une des marques de la Ve République. Sous les 3e et 4e, le Conseil des ministres ne se réunissait pratiquement jamais. On sait à quel point les gouvernements avaient du mal à être solidaires, à être coordonnés en raison de l'instabilité ministérielle. Et le général de Gaulle, qui voulait redonner un poids fort à l'exécutif, avait inscrit déjà le Conseil des ministres dans la Constitution, c'est l'article 9 de la Constitution, en confiant la présidence au président de la République et non plus au Premier ministre. C'est toujours l'article 9 de la Constitution. Et ce Conseil des ministres, depuis le début de la Ve République, se réunit de façon quasi hebdomadaire, généralement le mercredi matin, mais ce n'est absolument pas une règle établie. D'ailleurs, aujourd'hui, on est jeudi, donc ça peut varier en fonction des exigences d'agenda. Et en réalité, le Conseil des ministres est un lieu où rien ne se décide, mais où tout se décide. Où rien ne se décide car tout est établi, tout est décidé en amont, il n'y a pas de discussion en Conseil des ministres, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais où tout se décide parce que si on ne passe pas par le Conseil des ministres pour un certain nombre de textes, eh bien le texte ne peut pas voir le jour. C'est le cas des décrets en Conseil des ministres, c'est le cas des projets de loi, c'est le cas des fameuses ordonnances qui vont devoir être mises à l'ordre du jour prochainement. Marie-Virginie Klein, est-ce qu'Emmanuel Macron va rester dans la tradition gaullienne du Conseil des ministres dont parlait à l'instant Jean-Philippe de Rosier, ou est-ce qu'il va chercher à révolutionner l'exercice ? Alors ça, c'est une vraie question et je suis très curieuse d'avoir la réponse à l'issue du Conseil des ministres parce que je me souviens qu'Emmanuel Macron qualifiait lui-même le Conseil des ministres de chambre d'enregistrement. Donc chambre d'enregistrement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un moment où chacun parle de son sujet et finalement, il n'y a aucune discussion, aucun échange et où on ne fait que passer des lois puisque c'est l'obligation d'un point de vue légal. Donc, va-t-il réussir à faire de cet exercice un exercice utile? Va-t-il réussir à changer là aussi l'ordre des choses en termes j'aime bien dire ça, en termes de management, parce que finalement c'est aussi une nouvelle marque qu'il imprime. C'est une vraie question que je me pose. Vous allez répondre à Jean-Philippe de Rosier dans quelques instants, mais on va retourner dans la cour de l'Élysée où on a retrouvé Saveria Rojek. Alors Saveria, je le disais, un Conseil des ministres qui a débuté à 11h. Vous avez donc vu arriver tous ces ministres. Dans quel état d'esprit étaient-ils ? Eh bien, Oriane, on a donc vu passer ce tout nouveau gouvernement, 22 ministres et secrétaires d'État, dont bien sûr la moitié issue de la société civile. Résultat, beaucoup de visages peu ou pas connus. C'est bien sûr le renouvellement qu'a voulu Emmanuel Macron. Édouard Philippe, le Premier ministre, lui est arrivé un peu plus tôt dans la matinée pour une séance de travail avec le président. Le Conseil des ministres a lui commencé vers 11h, vous l'avez dit. On imagine bien sûr l'impatience et le stress des nouveaux venus. Alors il faut savoir, Oriane, que les ministres n'auront pas le droit, personne n'aura le droit de s'exprimer à l'issue de ce conseil. Entre les lignes, il faut comprendre bien sûr que les caméras, personne ne doit s'exprimer devant les caméras avant d'avoir été briefé, éviter les couacs au maximum donc, car Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a rappelé ce matin, ce gouvernement est fait pour durer. Merci beaucoup Saveria et on vous retrouve tout à l'heure. On va notamment suivre avec vous, je le disais, le point presse de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Alors Jean-Philippe de Rosier, on parlait de cet exercice du Conseil des ministres. On se demandait si Emmanuel Macron allait révolutionner l'exercice. Est-ce qu'il peut vraiment le faire ? Alors il peut. Il est le président de la République, il préside le Conseil des ministres et il n'y a pas, hormis les règles que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qui en est le président, c'est fixé par la Constitution, et les textes qui doivent passer en Conseil des ministres, il n'y a pas de règles qui régissent le fonctionnement du Conseil des ministres. Mais il y a une marque qui a été établie en 1958 par le général de Gaulle et qui depuis est quasiment immuable. Il y a 3 parties à l'ordre du jour, partie A, partie B, partie C. La partie A concerne tous les textes qui doivent passer par le Conseil des ministres, projets de loi, décrets, ordonnances. La partie
partie C, c'est tout ce qui concerne des communications présentées par les ministres sur les grands enjeux à venir. Et la partie B, entre les deux, est là pour tout ce qui concerne les nominations en Conseil des ministres. Et certains présidents, notamment récemment, et je pense à Nicolas Sarkozy, ont voulu changer un peu les choses. Et Nicolas Sarkozy avait introduit une partie D qui devait concerner le débat, où on pouvait débattre en Conseil des ministres et discuter. Je crois que ça a marché pendant 2 Conseils des ministres et ça a été immédiatement abandonné parce que c'est tout bonnement impossible. C'est un instant qui est court et la durée du Conseil des ministres est de généralement 1 heure, parfois 1 heure et demie, rarement 2 heures. Et elle réunit un certain nombre de personnes assez nombreuses. Là, on a un gouvernement relativement resserré de 18 ministres, auxquels s'ajoutent 4 secrétaires d'État. Il faut rappeler que les secrétaires d'État ne sont pas toujours conviés au Conseil des ministres, ils ne sont pas membres de droit, ce ne sont que les ministres qui le sont. Et donc, il est assez délicat de faire un débat à 18, plus le Premier ministre, plus le Président de la République, sachant qu'en réalité, à la fin, c'est toujours le Président de la République qui tranche, donc il n'y a pas lieu au débat. Et donc, tout cela est un peu une gageure de vouloir révolutionner cela. Les discussions ont lieu, comme je le disais, en amont, entre les ministres et lors de l'élaboration des avant-projets, où interviennent les membres des cabinets. Mais au Conseil des ministres, en réalité, c'est effectivement une chambre d'enregistrement. Ça l'a toujours été et je serais prêt à parier que cela le restera. Olivier Roucan, est-ce que le Conseil des ministres ce matin suivra ce schéma traditionnel dont parlait à l'instant Jean-Philippe de Rosier, partie A, partie B, partie C, ou est-ce que le premier, il est particulier, il est spécifique ? Je pense que c'est un moment spécifique d'entrer en matière, de connaissances, parce qu'après tout, ils ne se connaissent pas tous. Donc, et encore une fois, marqué par la solennité. Et je pense que Emmanuel Macron veut profiter de ce moment inaugural pour présidentialiser ce rite d'institution et rappeler les fondamentaux gaulliens. Bon, sachant qu'un Conseil des ministres dans l'histoire de la Ve République, ce n'est pas un lieu de discussion et que les rares fois où il y a eu quelques débats, c'était déjà vrai du temps de Gaulle, qui avait notamment, lorsqu'il a voulu instaurer l'élection au suffrage universel direct, organisé un débat avec libre parole donnée à ses ministres. Et Sudreau, qui était ministre de l'Éducation, avait dit qu'il s'opposait lors de cette séance à cette réforme, et la semaine suivante, il n'était plus ministre. Donc, ce n'est pas un lieu, mais il a été dit, il y a eu quelques moments où c'était un lieu davantage, soi-disant, de délibération, et ça n'a jamais bien duré. Alors, par contre, ce qui est important, c'est la réunion qui précède le Conseil des ministres, à savoir la réunion entre le Premier ministre et le Président. Une fois que les grandes machines, le directeur du Premier ministre et le secrétaire général de l'Élysée calent l'ordre du jour, une fois que ceci est passé, il y a cette réunion. Premier ministre, président, et là c'est un moment important quand même de discussion sur les nominations, de calage, d'ajustement notamment, puisque dans le Conseil des ministres, on voit aussi de près les nominations des grands hauts fonctionnaires de l'État au poste de commande, et ça va être un moment important. Il y a lieu combien de temps avant cette réunion ? 1 heure avant le début du Conseil des ministres, oui, c'est ça ? Donc tout ceci est affiné, et pendant les cohabitations, on avait vu certaines réunions entre Premier ministre et Président qui ne se passaient pas de façon tout à fait, j'allais dire, cordiale. Il y avait même eu des clashs de communication entre les deux à la sortie du Conseil des ministres, où chacun faisait son communiqué. Là, on dérogeait pour le coup à la tradition de Ve République. On ne s'engage pas dans cette voie manifestement pour l'instant sous l'égide du président Macron. Alors on imagine que pour Emmanuel Macron, ce premier Conseil des ministres sera aussi l'occasion de fixer le cap de son quinquennat. Et ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe était l'invité de la matinale de France Inter et il a parlé de la façon dont il voyait son gouvernement. On l'écoute. Évidemment que c'est un gouvernement bâti pour durer. Il y a des élections législatives, elles ont pour objet de donner une majorité au président et au gouvernement pour s'engager dans la voie qui a été définie par le président de la République au moment des élections présidentielles. Donc le moment des élections législatives, il est évidemment essentiel et il conditionne tout ce qui va se passer par la suite. Mais le gouvernement, il est là pour gouverner, il est là pour préparer ce redressement. Alors justement, ce gouvernement, vous le voyez sur ces images tournées à 11h, le premier tour de table de ce premier Conseil des ministres du premier gouvernement d'Édouard Philippe. On a entendu Gaël Brustier à l'instant, Édouard Philippe, le Premier ministre, c'est un gouvernement de combat en quelque sorte qu'il veut. Oui, c'est un gouvernement de combat. On va dire que c'est un gouvernement qui a une mission, qui a une fonction très claire.
c'est ce que je disais. Il y a le retour d'abord de la présidence de la République sous on va dire dans le plus pur style mitterrandien tel que Emmanuel Macron l'a connu pendant son enfance. C'est la première expérience, on va dire, politique du président Macron. Il faut se souvenir que c'est 1988 à peu près l'élection présidentielle. Donc les images de Mitterrand président, ce Mitterrand triomphant, ont très certainement marqué un peu sa conception de la politique. Enfin, on peut l'imaginer si on fait de la psychologie de comptoir. Mais ensuite, vous avez une fonction tout à fait simple. Vous avez un projet qui est un projet qu'on va définir comme libéral entre guillemets, qui est un projet d'adaptation donc aux évolutions de la compétition internationale, aux évolutions de l'économie mondiale, de la globalisation, et le cabinet Édouard Philippe a fondamentalement vocation en fait à, dans tous les domaines, rassembler les énergies, comme on dit, les compétences, etc., pour favoriser cette adaptation. Donc voilà, la feuille de route est tout à fait claire, elle est nette et précise depuis le début. Et derrière, les affaires de nomination, les affaires de casting sont des choses qui sont la crème chantilly au-dessus de l'affaire. Mais c'est tout à fait relatif. Alors la feuille de route est claire, hein, mais est-ce que l'application de cette feuille de route sera aussi simple? Quand on voit les personnalités diverses qui composent ce gouvernement, est-ce qu'elles pourront facilement se rassembler dans les faits autour de ce projet? Alors, je vais juste revenir brièvement sur la feuille de route, mais ça va me permettre de répondre également à votre question. Là, dans l'immédiat, il y a 3 missions. La première, la campagne des législatives. Et ça, c'est essentiel. Et on le voit sur la composition du gouvernement. Il y a un équilibre extrêmement subtil de personnalités de gauche, de personnalités de droite, 4 issus du PS, 3 issus du MoDem, 3 issus des Républicains, 2 issus du PRG, 6 et 6 droite et gauche. Enfin, vraiment, tout est harmonieux. On a 11 dits de la société civile, j'aime pas trop cette dénomination, mais on va dire d'un autre milieu socio-professionnel, qui ne sont pas vraiment des politiques. Et encore, parce que Muriel Pénicaud, qui est en charge du travail, ancienne DRH, on la qualifie issue du monde non politique. Elle était au cabinet de Martine Aubry. Et quand on est dans un cabinet, on est quelque peu associé aux politiques. Nicolas Hulot, lui aussi, il n'était pas officiellement au cabinet de François Hollande, mais il avait son bureau à l'Élysée pour préparer la Jean-Michel Blanquer également à l'éducation. Jean-Michel Blanquer, voilà. On ne va pas les faire tous, mais il y a cet élément-là. Le premier chantier, la campagne des législatives, et là on voit vraiment que c'est un gouvernement de combat pour la campagne des législatives. Le deuxième chantier, c'est la moralisation de la vie publique. Ils veulent que le projet de loi soit déposé en Conseil des ministres avant les législatives, donc au plus tard avant le 18 juin, voire avant le 11 juin, ce qui veut dire que d'ici là, il faut écrire l'avant-projet, il faut procéder à tous les arbitrages, il faut en passer par le Conseil d'État et ensuite que ça aboutisse au Conseil des ministres. Et cela, ça va être a priori François Bayrou qui va s'en charger, même si c'est pas tout à fait un sujet justice, mais je pense qu'il va quand même essayer de le récupérer. Et il va y avoir là des discussions très fortes entre Matignon, l'Élysée et la Chancellerie. Et le troisième chantier, c'est bien sûr la réforme du Code du travail. Ils ont dit ce matin qu'ils souhaitaient que ce soit applicable dès la rentrée, ce qui veut dire que le projet de loi d'habilitation doit être adopté très vite. Donc il faut aussi que il passe par toutes les méandres de l'exécutif, notamment le Conseil d'État et le Conseil des ministres, et qu'ensuite, pendant l'été, les ordonnances soient adoptées. Et là, évidemment, Muriel Pénicaud va être aux commandes, mais là encore, avec une étroite collaboration avec Matignon. Et donc, on voit effectivement que c'est un gouvernement de combat qui, au moins pendant les 4 prochaines semaines, va avoir un certain nombre de chantiers à mener, les 3 que je viens de mentionner. Les autres vont se concentrer sur la campagne parce que, évidemment, il y a le quotidien, je veux dire, à gérer, mais chaque jour suffit sa peine. Et là, il y a quand même des chantiers qui sont essentiels, primordiaux, prioritaires, et c'est sur cela qu'ils vont se concentrer. Alors, c'est intéressant, hein, les 3 points que vient d'évoquer Jean-Philippe de Rosier. C'est très dense, on va les reprendre un par un, à commencer par les législatives, hein, Olivier Roucan. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement est armé pour cette bataille des législatives ? Disons qu'il tient l'axe et droite et gauche, donc il y a le mérite de la cohérence. C'est important d'envoyer ce signal, notamment à l'électorat de droite. On voit d'ailleurs dans les premières enquêtes d'opinion que ça a l'air en partie de suivre. Hein, alors il faut faire très attention, mais on voit qu'il y a peut-être une dynamique qui s'enclenche de ce point de vue, qui fragilise donc les Républicains, qui auraient perdu dans les intentions de vote globales. Hein. Encore une fois, c'est une indication, c'est un indice plus qu'une information précise, mais qui aurait perdu 4 points dans les intentions de vote au profit des listes En
marche. Alors ensuite, il y a toute la complexité des circonscriptions, du jeu des circonscriptions. Il y a la règle institutionnelle. Bon, c'est difficile de prévoir, mais c'est un gouvernement qui, de ce point de vue, semble arrimer une partie des dirigeants et de l'électorat de droite. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que cela ne fait pas fuir dans l'abstention, voire vers la France insoumise, une partie des sympathisants socialistes? Ça, le risque existe, hein, parce que, encore une fois, qualitativement, un Premier ministre de droite et tout ce qui concerne Bercy et les comptes publics, ainsi que la fonction publique, avec le projet de moins 120 000 fonctionnaires confiés à des ministres de droite dont on sait qu'initialement, ils ont sur ces questions des projets encore plus, j'allais dire, sévères. Ça peut inquiéter une partie de l'électorat. Alors sur cette question de l'électorat de droite, Marie-Virginie Klein, il faut dire qu'il y a à Matignon un juppéiste, Édouard Philippe, Gérald Darmanin qui est sarkozyste, Bruno Le Maire qui est le mairiste. Est-ce que c'est bien joué d'avoir ces trois tendances pour conquérir l'électorat de droite ? Alors, d'un point de vue communication et perception dans l'opinion, ce gouvernement coche absolument toutes les cases. Trois grosses prises, notamment Bruno Le Maire, qui est très populaire et au-delà simplement du Parti des Républicains. Donc, c'est effectivement un gouvernement qui coche l'essentiel des cases. Après, si on regarde un petit peu plus dans le détail sur ces prises du Parti républicain, on a quand même trois personnalités qui sont davantage des recrutés à titre individuel et qui ne représentent pas forcément l'ensemble des Républicains. C'est-à-dire qu'on est plus dans le débauchage individuel que dans la recomposition politique à proprement parler, selon vous ? Pour le moment, j'ai l'impression que ces trois prises sont du débauchage individuel et que l'hémorragie est relativement stoppée au sein des Républicains. On le voit, ces trois prises, mais c'est pas non plus... il aurait pu en avoir plus. Donc il y a une figure relativement nouvelle, Gérald Darmanin, qui est lui aussi populaire. Mais à mon sens, aujourd'hui, l'hémorragie est stoppée. Il y a eu certes ce manifeste des 170 qui ont tous signé l'appel à coopérer avec Édouard Philippe. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas d'hémorragie. Vous êtes d'accord, Gaël Brustier, Emmanuel Macron ne réussit pas, pour le moment en tout cas, son pari de faire imploser ce parti des Républicains ? Alors, en tout cas, son objectif principal, c'est ça. Va-t-il y parvenir ? Effectivement, il y a quand même beaucoup de résistance, parce qu'il y a un peuple de droite qui est quand même très radicalisé depuis le dernier quinquennat. Donc il y a une forme il y a certes la frange la plus libérale, la plus européenne, qui peut tout à fait céder. Pour le reste, ça va être quand même assez difficile. Il y a un autre aspect. Pendant ce temps-là, il laisse quand même l'opposition de gauche se reconstituer, peut-être à une vitesse beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que nommer quand même Bruno Le Maire, avec le programme qui était le sien pendant la primaire, où il a fait 2%, rappelons-le, à Bercy, c'est quand même un signal envoyé à l'électorat de gauche que peut-être, dans leur circonscription, leur député socialiste est peut-être le plus à même de garantir un certain nombre de droits sociaux, notamment dans ce qui va se passer pendant l'été, et que, au fond, c'est peut-être le moment du retour à gauche d'un certain nombre d'électeurs macronistes issus du Parti socialiste. Donc il faut voir tout ça. C'est une situation extrêmement mouvante, extrêmement magmatique. Donc on peut difficilement savoir un jour après la nomination du gouvernement ce que ça va donner dans les deux électorats. Alors vous parliez de Bruno Le Maire, on va revenir là-dessus. Jean-Philippe de Rosier, vous parliez de Bruno Le Maire. Je vous propose de l'écouter. Ses premiers mots de ministre de l'économie, c'était hier soir à Bercy lors de la passation de pouvoir. Cette nouvelle ère politique, c'est une ère dans laquelle nous acceptons de mettre de côté les querelles politiciennes inutiles, dans laquelle nous évitons de nous chamailler sur des différences qui n'existent pas, pour que des femmes et des hommes de bonne volonté acceptent de travailler ensemble pour redresser le pays. Je dois vous dire que j'aborde cette aventure politique avec beaucoup d'enthousiasme. Et en même temps avec le sens des responsabilités. Quand on voit le résultat qu'ont fait les extrêmes aux dernières élections présidentielles, la montée de l'abstention, je crois que chacun doit avoir conscience que nous avons vis-à-vis de toutes les Françaises, de tous les Français, une obligation de résultat.
Jean-Philippe de Rosier, quand on entend à l'instant Bruno Le Maire, ça va plutôt dans le sens que ce que nous disait Gaël Brustier à l'instant. Oui, en effet, sur ce point-là, mais il y a un équilibre, encore une fois. Le gouvernement, le président de la République et son Premier ministre ont fait le choix de confier Bercy à plutôt la tendance droite, mais d'un autre côté, il y a un écologiste reconnu sur la place publique à l'écologie, il y a, je le disais tout à l'heure, une ancienne collaboratrice de Martine Aubry au travail, donc qui va s'occuper des affaires sociales, Jean-Yves Le Drian, qui est quand même une figure symbolique du gouvernement et du quinquennat précédent, qui reste dans le gouvernement. Annick Girardin aussi reste dans le gouvernement. Donc tout cela est effectivement un équilibre qui montre qu'on veut ratisser et à droite et à gauche. Et en réalité, on se demandait, et on continue de se demander, si le gouvernement, le gouvernement, oui, va avoir une majorité lors des élections législatives. La question, c'est d'abord peut-être plus de savoir qui sera dans l'opposition. Est-ce qu'ils vont avoir véritablement une opposition? Parce que si les Républicains se rallient et soutiennent le gouvernement, si une partie de la gauche se rallie et soutient le gouvernement, finalement l'opposition va rester à la portion congrue, quelques amonistes par-ci, quelques insoumis par-là, 2 ou 3 peut-être davantage frontistes encore. C'est ça, parce qu'on entendait à l'instant Bruno Le Maire parler de cette poussée de l'extrême droite qui l'a poussé, lui, à rentrer dans le gouvernement pour faire cette recomposition. Mais est-ce qu'à force d'affaiblir et de chercher à affaiblir les Républicains, eh bien, ce n'est pas laisser la main de l'opposition au Front National, Olivier Roucan? Encore une fois, prévoir l'issue des législatives au jour d'aujourd'hui semble vraiment ambitieux. Donc, le Front National, nul ne sait le nombre de députés qu'il va obtenir pour l'instant. C'est très difficile de cerner ses affaires. Donc, encore une fois, l'abstention va beaucoup compter. Mais même au-delà des législatives, s'il casse le parti des Républicains, qu'il casse le PS, est-ce que ce n'est pas donner plus de pouvoir au Front National? D'abord, le PS était déjà bien cassé avant Emmanuel Macron, et le succès d'Emmanuel Macron est en partie dû à ceci. Donc, il y a des tas de choses là qu'il faut remettre dans une chronologie. Mais pour répondre à votre question, le nouveau jeu partisan va se mettre en place à partir du résultat législatif. C'est d'ailleurs très intéressant, ça, parce que ça rappelle des républiques antérieures ou peut-être le début de la 5e, la phase 58-62. Mais c'est à partir de l'Assemblée nationale qu'on va avoir une recomposition. Bon, aujourd'hui, on a, par exemple, sur le PS, on a des mouvements qui sont annoncés. Une partie seront peut-être plus attirés vers la France Insoumise et d'autres vers un groupe parlementaire, éventuellement, qui travaillerait avec En Marche, suivant les résultats. Et tout va dépendre vraiment de ces résultats. La configuration de la majorité qui soutiendra un nouveau gouvernement après les législatives du président de la République, peut avoir plusieurs modèles. On peut avoir un parti En Marche, majorité absolue, et là on est vraiment... Le président aura les moyens d'un De Gaulle au début de la Ve République. Mais si cette majorité est relative et a besoin d'appoint sur la gauche et la droite, on s'oriente alors vers une majorité relative et ça sera plus compliqué. Et le Premier ministre devra tenir pendant une durée qui sera, imprévisible, cette majorité. Et si ce sont des partis minoritaires qui composent une coalition, ça rappelle plutôt la 4e République. Donc là, vraiment, le champ est très ouvert. Quant aux oppositions dont vous parliez, on voit qu'il y a 2 oppositions possibles dures sur la gauche et sur la droite. Mais on ne sait pas encore le niveau qu'elles auront en termes de groupe parlementaire. Donc vraiment, et sans parler du jeu de la rue, parce qu'il y a des syndicats qui sont déjà, sans qu'on ne sache vraiment le programme et les projets et comment les ordonnances sont ficelées, qui sont déjà vent debout. Donc vous voyez, le paysage est quand même très incertain, relativement imprévisible. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi misent les Républicains, Marie-Virginie Klein, en disant que la présidentielle était certes une première étape, mais que le projet de la France, le projet du gouvernement, il se jouera lors de cette bataille des législatives. Exactement. Ce gouvernement, il sera testé au moment des législatives et on verra bien si tous les candidats En Marche, qui sont eux-mêmes des candidats, pour certains, peu connus, etc., sont tout de même élus et si finalement l'étiquette En Marche suffit à vendre le candidat qui est dans la circonscription pour laquelle les personnes iront voter. Oui, donc voilà.
Est-ce que, comme le disait Marie-Virginie Klein, est-ce que l'étiquette En Marche va suffire? C'est ce sur quoi mise d'ailleurs Emmanuel Macron. Ou est-ce que le fait que les autres partis aient une implantation locale plus prononcée, eh bien, ça risque de desservir les candidats En Marche et de leur empêcher d'avoir la majorité absolue? On a 2 cycles qui sont en train de s'amorcer, un très court qui va durer 4 semaines, sont donc les élections législatives, avec cette question de En Marche, et puis un cycle plus long qui est la tendance à la réorganisation de la vie politique française autour de 3 pôles. Un pôle qu'on a vu se dessiner autour des candidatures, des thématiques à la fois de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, avec une dizaine de millions de voix. Un pôle central, centriste, libéral, autour de En Marche, et qui peut mordre à la fois sur le Parti socialiste et sur une partie de LR, et puis un pôle qui serait celui qu'on peut imaginer après l'inéluctable crise du Front National et l'inéluctable crise des Républicains, et qui serait une espèce de droite, ce qu'ils appellent eux la droite des valeurs, etc., et qui pourrait voir le jour. Alors ces 2 temporalités se calent pas très bien, effectivement, et il est très difficile de prévoir en l'état l'issue des législatives, comme ça a été dit. On ne voit pas comment on pourrait le faire. C'est un scrutin de circonscription majoritaire à 2 tours, avec quand même une implantation d'un certain nombre de députés, alors pas dans les circonscriptions urbaines, parisiennes, etc., où la logique d'étiquette marche très fort, mais dans des circonscriptions plus rurales, les personnalités locales comptent beaucoup, et les nouveaux candidats En Marche, qui sont parfois parachutés, on va voir s'ils peuvent vraiment s'imposer. La logique de marque, on va dire, est quand même en question, là. On sera toujours dans cette France coupée en 4, Jean-Philippe de Rosier? C'est possible, mais pas forcément aussi prévisible que lors de l'élection présidentielle, pour 2 raisons. La première, il y a un sondage qui est paru ce matin qui montre véritablement une dynamique En Marche. Encore une fois, le jeu de mots est tellement facile. La France est en marche, la République est en marche. Entre le 7 mai et le 17 mai, l'intention de vote pour les législatives à destination d'En Marche a gagné 6 points. Là où les Républicains, le Front National et le Parti Socialiste en ont perdu 2 chacun. Et Insoumis en a pris 2 également. Donc c'est une photographie à un instant T, c'était avant la composition du gouvernement, mais ça montre véritablement une dynamique depuis le 7 mai et une volonté de la part des Français de vouloir donner une majorité au président. Et c'est ça qui est important. Donc peut-être que là, on va s'acheminer vers cela. La notoriété locale est un point absolument essentiel et les Français, le 7 mai, ont voté pour Emmanuel Macron, qui est un personnage. Alors, ils ont voté aussi pour un projet politique, mais bon nombre d'entre eux ont sans doute aussi voté pour un personnage, parce qu'ils étaient séduits par sa capacité à diriger, par vraiment ce qu'il incarnait. Et les candidats qui vont le représenter dans les circonscriptions ne sont pas Emmanuel Macron. Certes, ils vont l'appuyer, mais ce ne sont pas eux. Et après, il peut y avoir des affinités personnelles qui font que les électeurs vont plutôt pencher pour le parlementaire qui a un bon bilan et qu'ils veulent reconduire. Néanmoins, du fait de cette dynamique, il y a un deuxième facteur qui entre en jeu, c'est le mode de scrutin que vous avez évoqué, où il est exigé pour pouvoir se présenter au second tour d'avoir réuni sous son nom 12,5% des inscrits. Et s'il n'y a qu'un seul candidat qui les obtient ou aucun, alors seuls les 2 candidats qui arrivent en tête au premier tour peuvent se présenter au second. Et 12,5% des inscrits, c'est un chiffre assez élevé. D'autant plus lorsque l'abstention est importante, et généralement elle est plus importante pour les législatives qu'elle ne l'est pour les présidentielles. Alors là, on a eu pour la première fois depuis 1969 un second tour des présidentielles où il y avait une abstention plus forte qu'au premier tour. Si on se base sur le chiffre du premier tour, qui était une abstention autour un peu plus de 20%, on pourrait prédire, c'est vraiment de la prédiction, un premier tour des législatives avec une abstention autour de 40%. Et donc là, on passe de 12,5% des inscrits, ça voudrait dire près de 18% des exprimés. Et on voit qu'il n'y aurait que 2 candidats aux élections présidentielles qui les auraient obtenus. C'est bien que ça devient de plus en plus délicat d'avoir effectivement cette France coupée en 4, parce qu'on aura beaucoup moins de triangulaires auxquels on pourrait s'attendre, et pas même de quadriangulaires, et par conséquent revenir à une opposition non pas à droite-gauche,
mais peut-être En Marche et non En Marche. Alors ça peut être le Front National, ça peut être la France Insoumise, ça peut être les Républicains, voilà. Mais ce découpage en 4, je ne suis pas certain qu'il va perdurer. Emmanuel Macron est donc loin, si on vous écoute, d'avoir la garantie d'avoir cette majorité absolue. C'est une hypothèse, c'est une possibilité parmi d'autres. Ce n'est pas la seule et on ne peut pas dire, à mon avis, même s'il y a cette dynamique qui est recensée, en effet, pour l'instant, que c'est 32%, je crois, dans le sondage, offriront une majorité absolue à En Marche, parce qu'il y a cette complexité qui vient d'être rappelée et cette règle institutionnelle, le fait majoritaire, qui jusqu'à présent nous a contribué à produire le fait majoritaire. Et en plus, il y a quelques indicateurs dans les sondages qui ne sont pas inintéressants. Il semblerait que les motivations du vote aux législatives, par exemple, la notoriété du sortant soit moins importante désormais qu'auparavant. Il semblerait que la volonté d'offrir une majorité à En Marche ne motive pas tant l'électorat que ceci, c'est-à-dire que les électeurs auront moins cet automatisme que nous connaissions, semble-t-il, en tête cette fois-ci. Il faut donner une majorité. Alors, c'est vraiment chaussée glissante et beaucoup d'inconnus. Par contre, le lien au projet semble être une motivation assez partagée. Donc, il faudra voir de circonscription à circonscription. Et puis, dernier point par rapport à ce qui a été dit, il y a des circonscriptions où vous avez 20 candidats. Donc c'est un point de plus qui rend le jeu, parce qu'à quelques pourcentages près, qui se reporteraient sur ces petits candidats, vous avez un second tour qui change. Donc c'est très délicat là d'avoir circonscription par circonscription une idée assez juste de ce qui va se passer. Alors je vous rappelle que le premier conseil des ministres du gouvernement d'Édouard Philippe est en cours. Il a débuté à 11h à l'Élysée. Il devrait s'achever dans les minutes qui viennent. Et nous suivrons en direct le premier point presse du nouveau porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui est aussi le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Pour revenir sur la composition de ce premier gouvernement d'Édouard Philippe, il y a des personnalités fortes dont on a parlé. À commencer, Marie-Virginie Klein, par Nicolas Hulot, qui est ministre d'État. Est-ce que Nicolas Hulot, c'est la prise de guerre de ce gouvernement ? Oui, là je crois qu'on peut le dire. Nicolas Hulot n'avait jamais accepté jusqu'à présent d'être ministre. Il fait une forme d'exception pour le gouvernement Macron et je crois que c'est le gros événement des nominations d'hier. Donc à tout point de vue, ce gouvernement, de loin, quand on le prend de loin, coche énormément de cases. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que se faire valoir à l'extérieur sera suffisant pour rétablir la confiance, parce que le sujet qui existe véritablement, c'est le sujet de la confiance que les Français portent pour la politique. Et il y a aujourd'hui très peu de personnalités, notamment politiques, qui restent populaires. Je crois que le niveau de défiance pour la politique en général s'élève à près de 70% des Français. Donc est-ce que des prises de guerre, des symboles comme cela seront suffisants pour établir la confiance? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, et notamment à travers la prise de Nicolas Hulot. Alors que ce premier Conseil des ministres vient donc tout juste de se terminer. Vous le voyez sur cette image en direct, les choses se mettent en place pour le premier point presse de Christophe Castaner. Mais avant cela, il y aura la traditionnelle photo de famille de ce premier gouvernement qui aura lieu sur les marches du parc de l'Élysée. On en parlait à l'instant, Jean-Philippe de Rosier, de Nicolas Hulot. Alors Nicolas Hulot, c'est vrai qu'il a dit non à Jacques Chirac, il a dit non à Nicolas Sarkozy, il a dit non à François Hollande, il dit oui à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a pu le décider ? C'est souvent qu'on veut me faire dire ce que les autres pensent, mais je ne suis pas dans la tête de Nicolas Hulot, pas plus que j'étais dans la tête d'Emmanuel Macron. Je n'en sais strictement rien. Ce que je peux constater, c'est qu'il avait certes dit non à François Hollande, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, il avait quand même étroitement collaboré sur la COP21. Signale quand même qu'il avait son bureau au palais de l'Élysée, enfin pas dans le palais lui-même, mais à l'hôtel de Marigny, qui est juste en face et qui dépendait donc de l'Élysée, qu'il était donc associé aux affaires du quinquennat précédent
au moins jusqu'à la COP, et qui a quand même été une très grande réussite, un moment très fort de ce quinquennat. Bon, il n'a pas voulu se mouiller dans le gouvernement. D'aucuns diront que c'était par manque de courage, d'autres diront que c'est par manque de conviction ou d'adhésion au projet. Moi, je m'en rapporte à ce que lui a dit ce matin ou hier soir, à savoir que lorsque les choses sont très graves, ou je ne sais plus quelle était sa formulation exacte, eh bien, il fallait qu'il s'engage. Je rappelle également qu'il a déjà voulu s'engager, puisqu'il était candidat à la primaire des écologistes en 2011. Il y a 5 ans maintenant. Donc, après tout, il n'est pas si nouveau. Qu'est-ce qui a pu le décider? Alors là, je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'il ne va pas quand même y avoir un problème sur le fond? On sait que Nicolas Hulot, il est contre Notre-Dame-des-Landes, qui devient un dossier compliqué pour le gouvernement. Il est contre le nucléaire. Devient un dossier compliqué, toujours été. Pour le gouvernement Macron, en tout cas, puisque Édouard Philippe a annoncé ce matin qu'il allait nommer un médiateur. Il est contre le nucléaire également, Nicolas Hulot, alors qu'on sait qu'Édouard Philippe et qu'Emmanuel Macron, sur ces deux sujets, sont pour. Est-ce que les choses ne vont pas être compliquées entre Nicolas Hulot et le président de la République? Je veux dire, ces conflits d'intérêts traversent tous les gouvernements depuis assez longtemps. Et les tensions sont d'ailleurs autant administratives en termes de représentation d'intérêts internes à l'administration et de grands corps de l'État que politiques sur ces questions. Donc c'est simplement ensuite la capacité à les faire évoluer. Et là, Nicolas Hulot pourra avoir peut-être une marge de manœuvre que ses prédécesseurs n'avaient pas, parce que la situation est assez nouvelle. Alors après, il y a toutes, je parlais de filières administratives, il y a tous les membres des cabinets. Et ça va être très intéressant pour voir quel sera le rapport de force sur ces questions internes au gouvernement. On peut déjà noter, par exemple, que Elisabeth Leborgne est chargée de la transition écologique et des transports, et qu'elle est du corps préfectoral, elle sort du corps des ponts et chaussées, et elle a travaillé de près avec Ségolène Royal. Et donc là, avec Nicolas Hulot, il va évidemment... On le voit, je vous interromps Olivier Roucan, on le voit sur cette image en direct, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui va prendre la parole pour donc ce premier point presse, ce premier compte-rendu du Conseil des ministres. On va écouter en direct le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Vous le voyez, qui demande aux journalistes de s'installer. Mesdames, Messieurs, on l'écoute. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je retrouve ici quelques visages connus, notamment sur des temps plus électoraux de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et puis je retrouve des personnalités que je connais moins. Et donc nous allons, je crois, apprendre à nous connaître au fil de ces rendez-vous hebdomadaires, à minima, où il me reviendra la responsabilité de vous rendre compte du Conseil des ministres. Nous avons donc tenu ce matin, sous l'autorité du Président de la République, le premier point presse du gouvernement d'Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous aurez certainement des questions quant aux personnalités de ce nouveau gouvernement. J'imagine que vous évoquerez aussi ce parcours, cette typicité que le président de la République, dès le début de son intervention, a souhaité rappeler. La typicité d'un gouvernement qui, au fond, est inédit. Inédit sous la Ve République, dans la mesure où il est constitué de femmes et d'hommes d'horizons divers. Il est parfaitement paritaire. Il est fort de membres issus de la société civile et de femmes et d'hommes de droite, de gauche, du centre, ou même de femmes ou d'hommes dont les étiquettes, au-delà du fait qu'elles nous importent peu aujourd'hui, n'ont jamais été le marqueur de ce qui fait leur identité. Sa composition est resserrée et elle nous engage, elle nous oblige à une plus grande efficacité. C'est ce qu'a rappelé aussi le président de la République. Le président de la République a évoqué aussi cette origine diverse sur le plan politique. Je suis, comme chacun le sait, porte-parole d'un gouvernement qui est dirigé par un homme de droite. J'ai été parlementaire socialiste. Mais nous ne sommes plus, et le président de la République a tenu à le rappeler de ce matin, cantonnés à des étiquettes. Et ce ne sont pas nos origines politiques qui nous empêcheront de travailler intelligemment pour la France. Et c'est le premier message que le président de la République a souhaité adresser à celles et ceux qui composent ce gouvernement sous l'autorité d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des entrepreneurs, une femme de lettres et de livres, des parlementaires expérimentaux, des expérimentés, des élus locaux et d'anciens ministres. Et au fond, la composition du gouvernement, vous le savez, marque la volonté partagée de réformer la France par-delà nos différences. Le président de la République a souhaité évoquer, et je reprendrai ces mots, le fait qu'il était extrêmement heureux
de pouvoir rassembler toutes celles et tous ceux qui étaient autour de la table du Conseil des ministres avec leurs différences. Le président de la République a souhaité réaffirmer le sens de l'action. Et comme il nous l'a dit, comme il nous l'a rappelé, les Français, il y a quelques jours, le 7 mai, ont choisi l'espoir. Ils ont choisi la refondation de la vie politique et la refondation de l'action publique. Et il a eu l'occasion, j'y reviendrai, d'insister sur ce point, plutôt que le repli qui était proposé par d'autres. Et au fond, il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde, nécessaire à notre République. Il nous a confié cette responsabilité aussi en ces termes, en nous disant que nous étions les porteurs de ce message, avec cette ambition de renouvellement et de dépassement qui a marqué sa campagne électorale et qui marquera, comme elle a marqué les premiers jours de son action présidentielle. Il a souhaité rappeler ces enjeux de parité, d'efficacité, de rassemblement politique. Il a aussi, s'adressant à chacune et chacun d'entre nous, rappelé que si nous avons été choisis pour être autour du Premier ministre à cette table, c'est au titre de nos compétences, au titre de cette ambition nécessaire de renouvellement. Il nous a confié une responsabilité, celle de tout faire, tout le temps, pour restaurer l'autorité de l'État. Il a pu rappeler que beaucoup avait été fait, mais qu'il restait encore du chemin sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, il tiendra dès cet après-midi un conseil de défense, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est au cœur de l'action gouvernementale sous l'autorité du président de la République. Il a eu l'occasion d'évoquer ce que je disais dans mes mots précédents, le fait qu'au fond, les clivages, les étiquettes, et je ne doute pas d'avoir dans quelques instants des questions qui reviendront sur cela entre la droite, la gauche, le jeu traditionnel, sont largement dépassés pour faire en sorte que nous puissions, je le cite, refonder les solidarités par la formation professionnelle, par la dépendance, par la retraite. Il a rappelé aussi l'enjeu de la responsabilité écologique, en nous disant qu'une politique industrielle ne pouvait pas, aujourd'hui, être moderne si elle ne prenait pas en compte ces enjeux de transition énergétique et d'écologie. Au fond, il a réaffirmé aussi sa volonté, notre volonté, de retrouver notre place dans le projet européen, avec tous les défis que vous connaissez au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique, et aussi cette instabilité extrême qui marque aujourd'hui notre monde. Il a évoqué dans ce cadre-là aussi les enjeux des négociations climatiques, à la fois pour préserver l'acquis, mais pour aller plus loin parce que c'est nécessaire. Il nous a rappelé qu'il avait porté le projet le plus européen. Il était peut-être le seul à le porter avec cette ambition-là. Et que du coup, ça nous oblige aujourd'hui, à la fois pour conduire les réformes avec cet objectif qu'elles soient efficaces, même si elles sont difficiles, et puis aussi cette exigence qu'il a confiée à chacune et chacun d'entre nous d'obtenir des résultats. Il nous faut agir au niveau européen, il l'a rappelé, sur la question des travailleurs détachés, sur la question des réciprocités commerciales, mais aussi sur le domaine agricole qu'il a évoqué dans son intervention dans cette perspective d'enjeux européens. Il nous a rappelé quelques règles de bon fonctionnement. D'abord celui de la solidarité nécessaire entre tous les membres du gouvernement. Réaffirmant ce qu'au fond il a toujours incarné, c'est-à-dire la détestation de l'entre-soi, avec la nécessité d'entendre nos différences, nos parcours différents, mais aussi, et de les respecter, mais aussi la nécessité d'avoir cette exigence mutuelle d'un dialogue et d'un vrai travail collégial. Et il nous a dit qu'au fond, nous étions à partir d'aujourd'hui dépositaires de la confiance que les Français lui avaient confiée. Il a pu rappeler quelles règles de fonctionnement il entendait entre le président, le Premier ministre et le gouvernement. Il a rappelé que le président était celui qui devait fixer la stratégie. Il a rappelé qu'il entendait assumer pleinement toutes les prérogatives constitutionnelles qui lui appartiennent. Mais qu'au fond, son rôle doit être celui de donner un cap, un sens, de tenir les équilibres de nos institutions. Et il a réaffirmé la nécessité de défendre la dignité de nos institutions. J'en suis le garant, nous a-t-il dit. Et là-dessus, je serai intraitable, a-t-il rappelé. Il veut aussi un Premier ministre qui arbitre. Et il l'a rappelé comme une règle pour tous. Le Premier ministre est dans son rôle. Le long terme est à l'Élysée. Les arbitrages quotidiens ou du moyen terme sont faits à Matignon.
Et il a pu expliciter cela en affirmant aussi qu'il n'y aurait pas dans cette maison voisine, celle de l'Élysée, des conseillers ministres, et que chacun devait être à sa place. En cela, il a réaffirmé aussi que les ministres doivent être les inspirateurs, mais qu'ils soient pleinement ministres et qu'ils dirigent leur administration. Il a évoqué la circulaire qu'il présentera avec le Premier ministre sur la place des cabinets. Et il a réaffirmé qu'il n'appartenait pas au cabinet ministériel de se substituer au directeur d'administration centrale. Et que s'il voulait un État fort, chacun devait être à sa place, dans le respect dû à notre administration. Mais en même temps, l'administration et les directeurs d'administration centrale, feront l'objet aussi d'un examen, d'un renouvellement ou d'un changement en totalité pour ceux qui sont nommés en Conseil des ministres dans les semaines qui viennent. Il a ensuite parlé de méthode, réaffirmé l'ambition d'une méthode collective, évoquant, de par son expérience ministérielle, mais aussi celle de ceux qui en ont une autour de lui, le rôle du Conseil des ministres, qui, au fond, a souvent perdu ce cadre de réflexion, de discussion et d'arbitrage. Et donc, il a réaffirmé qu'il voulait un Conseil des ministres qui soit dans l'anticipation, dans la simplification, et qu'on puisse avoir collégialement un débat sur les textes pour qu'il y ait une discussion sur les objectifs plutôt que sur les alinéas ou sur telle ou telle partie d'un texte qui, de toute façon, ayant déjà été transmis au Conseil d'État, est d'une qualité irréprochable d'un point de vue juridique, mais d'une portée politique déjà arbitrée. Et donc, il a pu rappeler qu'au fond, la collégialité du Conseil des ministres était absolument nécessaire pour réfléchir ensemble à l'avenir et à l'élaboration de la mise en œuvre du projet politique de ce contrat qu'il a passé avec les Français dimanche 7 mai à 20h. Il a réaffirmé cela en évoquant quelques règles qui n'étaient pas nécessaires, j'en suis convaincu, de rappeler, mais qui sont celles de la confidentialité, qui sont celles de la discipline nécessaire et de la solidarité, mais qui sont justement la condition pour réussir cette collégialité-là. Je dis cela comme un clin d'œil aux journalistes qui ne manqueront pas de nous poser régulièrement des questions sur qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait. Évidemment, vous continuerez à le faire, mais évidemment, il appartient à chacune et chacun des ministres, le président de la République l'a réaffirmé, de veiller au respect de ce qui se discute au sein du Conseil des ministres. J'ai, comme une anecdote hier, pu souligner l'impatience des journalistes sur la composition gouvernementale et ce regret que finalement il n'y ait pas de fuite. Ça montre bien que finalement les choses fonctionnent bien ainsi. Il a aussi fixé la feuille de route du gouvernement à long terme, en réaffirmant que s'il y avait 4 semaines qui nous séparaient d'ici les élections législatives, ce gouvernement avait vocation à travailler dans la durée et à travailler sur un certain nombre de sujets essentiels. Il a évidemment rappelé dans les priorités qui sont les nôtres, celle de la réforme du droit du travail qui doit être lancée très vite, celle aussi de la préparation de la rentrée, tant pour l'éducation nationale que pour l'enseignement supérieur, celle de la préparation budgétaire. Vous savez que la préparation du PLF de l'année prochaine doit être déjà engagée sous l'autorité des ministres compétents. Celle aussi de la loi de moralisation qui sera présentée en Conseil des ministres avant les élections législatives. Et puis dans nos priorités aussi, celle de l'amélioration et de la réforme du renseignement, mais aussi de la simplification de la vie administrative avec le droit à l'erreur que vous avez tous en tête et qu'il a porté comme candidat à l'élection présidentielle et qu'il entend bien mettre en œuvre aussi. Il nous a invités à être un gouvernement d'action, de réforme et d'inspiration. C'est tout le sens du travail collectif tel qu'il nous l'a présenté et c'est tout le sens de la responsabilité qui est la nôtre, avec cette cohérence qui est nécessaire. À plusieurs reprises, le président de la République a souligné que la cohérence ne veut pas dire uniformité. Chacun a des parcours différents, des opinions différentes, des analyses qui peuvent être différentes. Mais en même temps, quand une chose est tranchée, dans le cadre de la collégialité, elle doit devenir la règle et elle appelle la solidarité collective. Il a pu terminer son propos en réévoquant ce plaisir, cette fierté de voir chacun des visages qui est autour de cette table avec une invitation. Ne changez pas. Si le président de la République et le Premier ministre ont choisi tel ou tel membre du gouvernement, c'est justement pour ce qu'ils sont. Et donc, il nous a invités à cela. Le Premier ministre a évidemment complété le propos du président de la République en réaffirmant lui aussi ce plaisir et cette fierté de piloter cette équipe, de faire en sorte que nous puissions entendre les attentes
je reprends ces mots, les colères qui se sont exprimées lors des élections présidentielles, mais aussi l'espoir. L'espoir qui a été présenté par l'élection du président Emmanuel Macron à la tête de nos institutions. Il a rappelé aussi ses obligations de collégialité et donc quelques règles de bon fonctionnement. Le Premier ministre a annoncé qu'il élaborerait une circulaire qui sera présentée dans les jours qui viennent sur une méthode de travail pour la plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Il a lui aussi réaffirmé que l'efficacité impliquait la liberté intellectuelle, mais aussi la discrétion et la loyauté. Et il nous a dit tout simplement qu'il y veillerait. Voilà, mesdames, messieurs, l'échange s'est poursuivi avec quelques interventions de ministres qui ont complété ces propos. Mais je crois que chacune et chacun d'entre nous ont entendu ces exigences posées par le président de la République et qui seront mises en œuvre selon des règles précises, une organisation respectueuse du rôle de chacun, avec un président de la République qui fixe un objectif, qui fixe un cap, et un gouvernement qui, sous l'autorité totale d'Édouard Philippe, aura vocation à le mettre en œuvre. Et j'insiste sur le mot « total ». Nous avons tous bien entendu la responsabilité du Premier ministre et l'exigence du Président de la République de lui être d'une fidélité, là aussi, totale. Voilà, mesdames, messieurs, les mots tels que je peux vous les rapporter, qui ont été prononcés dans ce Conseil des ministres. L'échange a été amical. Il est inutile que je vous parle de l'émotion de certains de se retrouver autour de la table. Aussi la curiosité, il y a des gens qui vont se découvrir dans ce gouvernement, mais c'est aussi tout l'enjeu de ce profond renouvellement qui font que nous ne sommes pas dans une logique d'appareil politique où ce sont les membres du bureau national de telle ou telle institution politique qui siègent autour du président de la République et du Premier ministre, mais plutôt des femmes et des hommes qui ont été choisis pour leur capacité à être efficaces, solidaires, libres et dynamiques. Si vous le voulez bien, je vais répondre à vos questions. Bonjour Monsieur Castaner, Samy Sfaxi pour CNews. La cour de l'Élysée a été évacuée assez rapidement, les journalistes ont été priés de sortir. Pourquoi cette volonté de verrouiller la communication lors de ce premier Conseil des ministres? Alors ce n'est absolument pas une volonté de verrouiller la communication, c'est parce que, et vous allez voir, la photo officielle du gouvernement n'a pas été faite dans le même cadre habituel que nous connaissons. Et que du coup, il fallait pour cela une certaine liberté d'organisation de la photo qui s'est faite sur les escaliers de l'Élysée. Et donc du coup, c'est uniquement pour une raison pratique, mais vous retrouverez toute votre place habituelle, votre capacité à interroger les ministres en sortant du Conseil des ministres, mais aussi à interpeller et à filmer sans difficulté dès la semaine prochaine. Monsieur Castaner, bonjour, Hugo Clément pour l'émission Quotidien. Alors première petite remarque, il faudra penser à changer le portrait du président de la République. Parce que je vous savais impatient. Et pour compléter ce qu'a dit mon collègue de CNews, la cour de l'Élysée fermée aux journalistes pour la première fois, le fait qu'il n'y ait même pas une caméra de poule qui filme la photo de famille pour la première fois, le fait que l'Élysée choisisse quelle rédaction est amenée à suivre les déplacements du président de la République, et pire, qu'au sein des rédactions, l'Élysée choisisse les journalistes à qui vous proposez de suivre le président de la République. Rassurez-nous, Monsieur Castaner, ça va bien se passer entre vous et la presse. La preuve, je suis avec vous. Mais je vais être un peu plus complet dans ma réponse. Il y a la volonté aussi, notamment lors des déplacements, que le président de la République, mais aussi celles et ceux qui l'accompagnent, puissent avoir la liberté de déplacement, la liberté d'échange avec les Français. Et vous savez comme moi, et on s'est croisés souvent ces dernières semaines dans la campagne électorale, que la présence de 50 journalistes, d'une dizaine de caméras, nuit un peu au dialogue direct et à l'échange que peut avoir le président de la République, qui était candidat, avec les Français. Donc il ne s'agit pas de contrôler, il ne s'agit pas d'imposer. Bien évidemment, je souhaiterais affirmer pour le président de la République et le Premier ministre le respect et notre attachement au respect de vos conditions de travail. Et comme porte-parole du gouvernement, j'y veillerai. Et le fait de choisir au sein des rédactions les journalistes, vous appelez directement? Ça n'a pas été évoqué lors du Conseil des ministres, et donc si j'ai l'occasion, je vous apporterai des éléments d'éclaircissement sur ce sujet. Laure Breton, Libération, je rebondis sur les deux questions qui viennent de vous être posées. C'est effectif, vous n'avez peut-être pas été au courant, mais effectivement, certains journalistes ont été choisis, notamment pour le déplacement du président de la République au Mali. Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes conditions d'exercice de la liberté de la presse? J'entends bien vos inquiétudes, je les relayerai. Mais vous savez qu'on ne peut pas non plus organiser un déplacement au Mali, surtout dans des délais aussi courts et compte tenu du contexte militaire et des questions de risque
qui porte sur nos épaules dans n'importe quelle condition. Mais j'entends bien votre remarque et je la relayerai. C'est le fait de choisir qui nous pose un problème. C'est pas le fait de constituer un pool. J'entends bien. Bonjour, Jérémy Brossard, BFM TV. Est-ce que le président de la République a souhaité que les ministres s'impliquent dans la bataille des législatives? Et est-ce que ça vaut aussi pour les ministres, je pense à Gérald Darmanin ou à Bruno Le Maire? Est-ce qu'ils doivent aller soutenir les candidats d'En Marche ou est-ce qu'ils peuvent aussi soutenir les candidats issus des Républicains? Merci. Cela n'a pas été abordé en Conseil des ministres, mais bien évidemment, chacune et chacun d'entre nous doit soutenir les candidats de la majorité présidentielle, parce que nous avons tous comme objectif, au-delà de nos espérances personnelles, celle d'être ministre dans les fauteuils dont nous avons pris possession hier soir ou ce matin pour certains, au-delà de l'élection législative. Donc évidemment, sans que cela ait été abordé en Conseil des ministres, nous avons tous la responsabilité de favoriser, d'accompagner l'élection de femmes et d'hommes dans le renouvellement que vous connaissez, avec 77% des candidats de la République En Marche qui ne sont pas issus du monde politique, qui ne sont pas aujourd'hui élus, de faire en sorte que ce soit ces candidats qui donneront une majorité, qui s'engagent à soutenir l'action du Premier ministre et du Président de la République qui soient élus. Oui, bonjour, Grégoire Poussielgue des Échos. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément quand le projet de loi sur la moralisation de la vie publique sera présenté au Conseil des ministres et quand la réforme du droit du travail sera enclenchée? Merci. Sur le deuxième sujet, le dialogue social sera engagé très vite. Sous des modalités que le président de la République et le Premier ministre sont en train de définir, mais il nous paraît important qu'il y ait des rencontres à la fois collectives et à la fois en bilatéral. Le Premier ministre aura aussi cette responsabilité-là, vous en doutez bien. Sur le premier sujet, le texte sera présenté avant les élections législatives et avant le premier tour des élections législatives. Il est normal que le ministre en charge de ce dossier ait quelques jours devant lui pour travailler. Mais l'essentiel de ce qu'il y a dans le texte, vous le connaissez, c'est l'engagement du président de la République. Bonjour, Amélie Carouer, LCI, pour parler de l'implication des ministres lors des élections législatives. Quelle sera justement cette implication? On a cru comprendre que certains ministres seront même appelés, leur sera demandé de se rendre sur le terrain, voire de faire des meetings afin de porter les couleurs de cette éventuelle future majorité. Les ministres sont des militants de la majorité présidentielle. Ils ne sont plus les militants de tel ou tel parti politique et donc ils devront veiller dans leurs déplacements à faire en sorte qu'ils puissent accompagner cela. Mais évidemment en dehors de l'entente ministre. Et je vous demande d'avoir bien cela en tête. Les ministres, et c'est l'invitation du président de la République, doivent se mobiliser dans les 4 semaines sans prendre en compte cette échéance avec une seule ambition, celle de l'efficacité et de la rapidité. Le président de la République a eu l'occasion de réaffirmer la nécessité d'agir vite pour apporter des réponses aux Français. Et donc, évidemment, ils ne doivent pas s'encombrer d'un calendrier politique, en dehors de ceux qui sont candidats aux élections législatives, qui devront trouver le temps, une fois qu'ils auront terminé, réalisé leur action et leur journée ministérielle. Mais évidemment, les ministres n'ont pas vocation à conduire la campagne des élections législatives. Pierre Briançon de Politico. Une petite question, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les ministres qui ont parlé ou qui ont osé parler, je ne sais pas comment dire, après le président de la République? Ils ont été nombreux. Parce que le président de la République et le Premier ministre nous y avaient invités, et ce serait trop long que je cite tel ou tel, mais les prises de parole ont été très nombreuses et dans la diversité. Et je vais vous faire une confidence, on a vu effectivement que nous étions de parcours et d'origines différentes, parce que certains ont osé immédiatement aborder leurs besoins de conseil et d'accompagnement face à certaines complexités et à un monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Et le Premier ministre a pu les rassurer en leur rappelant qu'il était à leur totale disposition. Rama Sofia Rajdi, United States Press Agency. Je voulais savoir par rapport au ministère de M. Nicolas Hulot qui a été élargi avec le mot solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et j'ai une deuxième petite question un petit peu plus pratique et d'éthique par rapport à l'accessibilité ici. La première fois que j'ai pu revenir ici à l'aide de pompiers qui m'accompagnent, est-ce que ça va être fait? Est-ce qu'il y aura une rampe ou une accessibilité? Merci. Alors sur la deuxième question, il nous faudra évidemment être exemplaires et les services de la présidence notent votre demande. Il n'est pas question que cette salle ne soit pas accessible, sinon il nous faudra changer de salle. Sur la première question, le ministre aura l'occasion de s'exprimer. Mais je crois que la question de la solidarité a vocation aussi à marquer la transversalité
des missions, de l'enjeu d'accompagnement de la transition énergétique et du développement durable qui doit être, et le président de la République l'a rappelé tout à l'heure d'ailleurs, il l'a réaffirmé, il a été très offensif sur l'affirmation de cet enjeu. Je vous ai cité une phrase tout à l'heure, et donc c'est, je crois, la solidarité aussi interministérielle pour faire en sorte que chacune et chacun soit mobilisé. Je pense qu'il y a deux objectifs transversaux qui doivent être au cœur de notre action. C'est la question de la transition et du développement durable, mais c'est aussi la question des égalités. Les égalités d'accès pour les personnes en situation de handicap, mais aussi les égalités femmes-hommes, qui doivent être un chantier permanent. C'est en cela, je pense, qu'il faut entendre les solidarités, mais je ne doute pas que Nicolas Hulot aura l'occasion de préciser aussi cet intitulé-là. Bonjour, Alexandre Boudet du HuffPost. Plusieurs associations d'aide aux victimes se sont émues de la suppression du secrétariat d'État qui était spécifiquement dédié à l'aide aux victimes. Est-ce que vous pouvez les rassurer et leur dire qui désormais va gérer spécifiquement cette question ? Le gouvernement est resserré, donc forcément vous avez aujourd'hui des ministres qui sont en pleine responsabilité. Et comme nous l'avions présenté pendant la campagne électorale, toutes les questions de sécurité et de terrorisme doivent relever, y compris dans la réparation, dans l'accompagnement d'abord du ministère de l'Intérieur. Mais nous aurons aussi l'occasion dans les semaines qui viennent de préciser des modalités d'accompagnement sur un certain nombre de politiques. Celle-ci, vous avez raison, est essentielle. Et donc évidemment, nous identifierons une personne référente dédiée à l'enjeu de l'accompagnement de l'aide aux victimes, avec une affirmation forte en matière budgétaire, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une personne qui incarne, mais aussi une traduction budgétaire, et ce sera le cas, je n'en doute pas. Bonjour, Anita Holzer pour Atlantico. Est-ce que vous avez défini le premier texte qui sera examiné par le nouveau Parlement, par la nouvelle Assemblée, c'est-à-dire est-ce que ce sera la loi de moralisation, et est-ce que vous avez déjà une idée de la durée de la session extraordinaire ? Ça n'est pas encore arrêté. Pour les deux questions. Ça n'est pas encore arrêté, et pour l'une et pour l'autre. J'aurais fait la distinction entre les deux. Le ministre en charge des relations avec le Parlement a pris son poste hier vers 17h30, et donc nous n'avons pas encore arrêté cela depuis. Entre lui et moi. Non, pardon. Bonjour, Hélène Foucault, je travaille pour Bloomberg. Une question au sujet des États-Unis et du président américain Donald Trump. Vous arrivez dans un contexte, tout votre gouvernement dans un contexte extrêmement difficile avec les États-Unis. Il semblerait que M. Trump veuille élargir le rôle de l'OTAN à la coalition contre Daesh. Quelle est la position de la France par rapport aux demandes de M. Trump, par rapport à l'OTAN, par rapport à sa façon de gérer aussi sa communication, de gérer ses relations avec le FBI. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Parce que ce sont des questions compliquées même pour la France. Merci. Ça n'a pas été abordé en Conseil des ministres et donc je ne pourrais pas vous éclairer sur ce sujet. Mais je vous rappellerai aussi que le président de la République a déjà eu des échanges. Il poursuivra ces échanges avec le président Trump et ils définiront ensemble. Et le président de la République et le ministre des Affaires étrangères auront l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Moi, je fais toute confiance aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement qui ont été choisis démocratiquement par leur pays. Bonjour, Pauline Thévenot du Parisien. Vous avez évoqué tout à l'heure un renouvellement dans les administrations. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément qui cela va concerner et comment ça va se passer ? Bien sûr que non sur la question de qui cela va concerner, parce qu'il appartient, et c'est la feuille de route que le président de la République a demandé au ministre, d'élaborer à la fois sur les objectifs, et donc il souhaite que immédiatement après les élections législatives, chaque ministre puisse présenter une feuille de route sur laquelle il devra être évalué, non pas avec des critères techniques d'évaluation, mais par rapport aux objectifs qu'il aura fixés, et aussi, du coup, sur cette question du management de son administration. Le président de la République a rappelé que chaque ministre était responsable de son administration. Et donc, à la question de qui cela va concerner, évidemment, toutes les personnes qui sont nommées en Conseil des ministres, donc vous connaissez à peu près la liste, et je ne vais pas prendre le risque de l'évoquer parce que je crois que j'en oublierai, toutes les personnes qui sont nommées feront l'objet d'une évaluation immédiate pour être confirmées. Et je ne doute pas que beaucoup le soient, parce que j'ai confiance dans notre haute administration, ou pour être infirmé. Et dans ce cas-là, ça relèvera du ministre de proposer au Premier ministre un changement. C'est ce qu'on appelle la partie B du Conseil des ministres. En parallèle à l'élaboration de la feuille de route que je viens d'évoquer. Mais nous ne sommes pas en train d'annoncer, nous ne sommes pas dans un spoil system à l'anglo-saxonne. Vous savez qu'en plus, le temps de transition
entre l'élection du président élu et le président en place est beaucoup plus longue. Nous ne sommes pas dans ce système-là, mais c'est cette inspiration-là qui a conduit Emmanuel Macron, alors candidat, à se prononcer sur la nécessité de redonner du pouvoir à l'administration dans un ministère, sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, mais pas des cabinets ministériels. Mais ça implique effectivement cette confiance sur la feuille de route que le ministre doit élaborer. Nicolas Prisette pour la matinale d'LCI. Ce matin, le Premier ministre a expliqué que sa feuille de route consistait à appliquer le programme d'Emmanuel Macron tout en ajoutant qu'il y aurait des souplesses. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a des souplesses sur la méthode, sur le calendrier, sur le fond du programme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Il a rappelé les objectifs, c'est le projet politique du président de la République, mais il faut évidemment prendre en compte les éléments de conjoncture, voire même les éléments structurels, et donc c'est en cela qu'il a évoqué les souplesses. Mais n'interprétez pas le mot souplesse comme la volonté de détricoter. Le Premier ministre tout à l'heure a réaffirmé sa volonté ferme et déterminée de mettre en œuvre la feuille de route que le président de la République lui a confiée, mais que surtout les Français ont confiée au président de la République, au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Bonjour, Savaïa Rojek, Public Sénat. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur la loyauté des ministres. Est-ce que vous avez des craintes? Non. Mais par contre, je suis un observateur attentif de la vie politique et j'ai pu découvrir par le passé que quelquefois la loyauté n'était pas la première qualité de certains. Et je ne parle pas de ceux qui siègent au Conseil des ministres, j'ai parlé d'être un observateur ancien. Rebonjour, à nouveau Amélie Carrouer pour LCI. Vous avez également insisté sur le fait que les conseillers resteraient à leur place. Chacun à sa place, avez-vous dit. Qu'est-ce que ça veut dire de ce que vous pensez du quinquennat précédent? Il était sous influence, mal organisé? Je crois que le président de la République ne s'est pas exprimé spécialement sous le quinquennat. J'ai même eu tout à l'heure dans une formule l'occasion de saluer un certain nombre d'efforts qui avaient été faits, notamment en matière de sécurité. Mais j'ai été moi-même en cabinet ministériel en 1997 et j'ai pu observer la place un peu prépondérante des cabinets qui quelquefois étaient amenés à ne pas respecter l'administration ou quelquefois à ne pas respecter le pouvoir législatif. J'ai un jour commis cette bonne phrase, que je ne regrette pas, d'avoir rappelé qu'en devenant député, j'avais le souvenir que quand un député m'appelait alors que j'étais dans des cabinets ministériels, je ne le prenais pas au téléphone parce qu'il y avait un conseiller parlementaire pour ça. Et donc je crois qu'il est nécessaire d'avoir en tête une forme de dérive au niveau de la relation entre les cabinets, l'administration et le pouvoir législatif. Et donc le président de la République a rappelé la responsabilité de chacun. Un ministre ne doit pas se protéger ni déléguer son pouvoir à un cabinet ministériel. Oui, bonjour, Hervé Asquin de l'AFP. Une question sur Nicolas Hulot. Est-ce que le nouveau ministre de l'Environnement, de l'Écologie, et ça doit être autre chose encore dans son intitulé, a posé des conditions à sa nomination? Lesquelles? Est-ce qu'il a déposé des conditions? On l'a vu, je crois, ça c'est à peu près clair sur Notre-Dame-des-Landes. Mais sur la sortie nucléaire, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur l'accélération du programme de sortie du nucléaire? Un ministre ne pose pas de conditions, ni au Premier ministre, ni au Président de la République. Et comme il doit appliquer la feuille de route sur le sujet du nucléaire, vous connaissez la position du président élu, qui est celle de mettre en œuvre la loi sur la transition énergétique, d'aller vers un mix énergétique et de faire diminuer, avec un calendrier responsable, la part du nucléaire dans notre production énergétique. Oui, Jérémy Brossard, BFM TV. Concernant l'administration centrale, vous parliez de vérification, de renouvellement. Comment ça va se dérouler exactement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de chasse aux sorcières, entre guillemets, au sein de l'administration? Rassurez-vous, est-ce qu'on a des têtes de gens qui pratiquent la chasse aux sorcières? Ça répond à votre question. Non. Non, je crois qu'il faut rappeler un principe, mais je vous ai parlé de renouvellement ou de confirmation. J'ai même utilisé le terme de confirmation ou d'infirmation. Donc ne surévaluez pas l'infirmation aux dépens de la confirmation. Je ne doute pas que beaucoup de ministres auront l'occasion d'apprécier la qualité de ces grands serviteurs d'État qui sont à la tête de nos administrations centrales. Mais en même temps, il est nécessaire que le ministre puisse évaluer. Il y a un changement de gouvernement, il peut y avoir un changement de ligne politique, donc il est nécessaire d'évaluer justement les conditions de mise en œuvre. Si j'affirme au nom du président de la République que les cabinets ministériels, qui sont les hommes les plus proches et les femmes les plus proches des ministres, doivent avoir un rôle minoré,
il est nécessaire pour renforcer le rôle des directeurs d'administration centrale, qui est une confiance. Donc n'imaginez pas une seconde une volonté de chasse aux sorcières. Je suis intimement convaincu, mais je ne parle pas au nom du président de la République ni du Premier ministre, que nous avons aujourd'hui dans nos administrations des femmes et des hommes parfaitement opérationnels et qui auront la capacité demain de mettre en œuvre la politique impulsée par le président, mise en œuvre par le Premier ministre et les ministres. Bonjour, Myriam Ankawa pour Le Parisien. Vous nous avez parlé de l'évaluation par les ministres de la haute administration. Comment le président de la République va vous évaluer, vous, les ministres? Est-ce que dans le cadre de la feuille de route, vous aurez une échéance au bout d'1 an, 6 mois? Comment ça va se passer? Il ne l'a pas précisé, mais j'ai effectivement abordé cette feuille de route. Et il a dit que si on ne pouvait pas avoir d'indicateurs, comme on peut imaginer sur une chaîne de production de pièces pour des tracteurs agricoles, il fallait quand même du coup qu'il y ait un calendrier sur la mise en œuvre de cette feuille de route et qu'évidemment, par le Premier ministre comme par le Président de la République, chacun devra être évalué. Je pense qu'au-delà de cette nécessité pour les ministres, c'est tout l'enjeu, et c'est un sujet fort pour le Président de la République comme pour Édouard Philippe, de l'évaluation de nos politiques publiques. Je crois qu'en France, il faut qu'on réinvente et qu'on assume le mot d'évaluation. Nous avons tendance, surtout les élus, à considérer que l'évaluation est un gros mot parce que c'est prendre le risque qu'éventuellement ce que nous avons fait dans nos communes, dans nos régions, dans nos départements ou comme ministre, puisse être évalué négativement. Je pense qu'il faut assumer l'évaluation. L'évaluation, elle doit s'appliquer aux ministres comme à toute politique publique. Je propose de prendre une petite dernière question, sauf s'il n'y en a plus. Bon, il n'y en a plus. Donc du coup... Voilà, vous avez donc suivi en direct sur Public Sénat le premier point presse de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui a donc fait le compte-rendu du Conseil des ministres. Il a notamment rapporté les propos d'Emmanuel Macron, les propos tenus par le président de la République dans le Salon Murat. Et le président de la République, il a commencé par appeler à ses ministres les règles de bon fonctionnement. Alors on a bien compris, solidarité, collégialité, dialogue, confidentialité. En clair, Marie-Virginie Quin, fini les couacs. Alors effectivement, là, je crois qu'on a la confirmation de la volonté d'avoir une communication extrêmement maîtrisée, voire verrouillée. Pas de place au off, rien d'autre que la parole officielle. Et peut-être même que cette communication maîtrisée inquiète aujourd'hui les journalistes. On l'a vu dans les questions qui étaient posées. Les trois premières questions, portaient sur ce sujet. La deuxième chose qu'on peut se dire, évidemment, c'est l'obligation de résultat qui est imposée aujourd'hui par le gouvernement. Le mot efficacité a été utilisé 5 fois par le porte-parole, ce qui en dit long sur la volonté là de donner des directives claires et d'amener le gouvernement vers une obligation de résultat. Et évidemment, on peut se dire que dans ce gouvernement, il y aura peu de place laissée à l'ego et aux entreprises individuelles. Confidentialité, discipline, solidarité interministérielle, tels sont les maîtres mots des nouvelles règles pour les futurs ministres. Gaël Brustier, on est dans une rupture totale avec ce qui se passait sous le quinquennat Hollande. C'est ça la volonté d'Emmanuel Macron? C'est vrai que le quinquennat Hollande a très certainement marqué Emmanuel Macron, conseiller du président. C'est peut-être là où d'ailleurs il a acquis la conviction qu'il y avait une faiblesse intrinsèque dans le dispositif Hollande et qui pouvait peut-être se frayer un chemin vers d'abord des fonctions ministérielles, puis la présidence de la République. Ce qui est certain, c'est que en fait, de grandes nouveautés, on a là les grands traits des passions de la Ve République pour la technostructure, l'intérêt général, les directions d'administration qui doivent être loyales, compétentes, etc. On a quand même beaucoup de traits communs à ce qui fait le fil rouge en fait du régime de la Ve République et qui rassemble en fait au sein de ce gouvernement un peu toutes les chapelles, toutes les chapelles qui ont gouverné à un moment donné, ou toutes les marques qui ont gouverné à un moment donné la Ve République. Donc derrière la nouveauté, derrière cette apparence de grande modernité, en fait, le quinquennat Macron s'annonce aussi comme porteur d'une grande part de continuité et voire de défense même des acquis et de ce qui fait l'ADN de la Ve République. Alors justement, dans cette lignée, Christophe Castaner a rapporté les propos d'Emmanuel Macron sur la manière dont le président de la République voyait la fonction présidentielle. On l'écoute. Et il a réaffirmé la nécessité de défendre la dignité de nos institutions. J'en suis le garant, nous a-t-il dit. Et là-dessus, je serai intraitable, a-t-il rappelé.
Il veut aussi un Premier ministre qui arbitre. Et il l'a rappelé comme une règle pour tous. Le Premier ministre est dans son rôle. Le long terme est à l'Élysée. Les arbitrages quotidiens ou du moyen terme sont faits à Matignon. Et il a pu expliciter cela en affirmant aussi qu'il n'y aurait pas dans cette maison voisine, celle de l'Élysée, des conseillers ministres, et que chacun devait être à sa place. En cela, il a réaffirmé aussi que les ministres doivent être les inspirateurs, mais qu'ils soient pleinement ministres et qu'ils dirigent leur administration. Philippe de Rosier, on est là aussi dans un retour aux origines de la Ve République. Le président préside, le gouvernement gouverne. Oui, le président de la République est en charge de l'essentiel et le Premier ministre est là pour durer et endurer et assurer la gestion quotidienne du fonctionnement de l'État. Moi, je retiens un certain nombre d'éléments de cette première déclaration du porte-parole du gouvernement. D'abord, effectivement, on l'a dit, la solidarité, la collégialité et la confidentialité, des éléments qui sont importants. Le gouvernement est une instance collégiale qui donc discute, échange, construit la politique nationale, mais à bout d'un moment, il y a un arbitrage. Et cela a été rappelé, l'arbitrage appartient au Premier ministre, en réalité au président de la République également, bien sûr. Et une fois que c'est arbitré, eh bien, tout le monde est le doigt sur la couture du pantalon et suit la ligne qui a été arbitrée. Ou alors, selon l'adage et le principe Chevènement, on démissionne et on quitte l'équipe. Le deuxième point, c'est effectivement la volonté du président de la République d'assurer la dignité de la fonction, de se poser à nouveau en garant des institutions, comme le veut l'article 5 de la Constitution, à signaler que cet article 5 de la Constitution confie au président de la République ce rôle d'arbitrage qu'il a en réalité confié au Premier ministre. Mais ce n'est pas le même arbitrage, parce que là, il s'agit, selon l'article 5, d'un arbitrage général, le long terme, comme l'a dit Christophe Castaner, et le Premier ministre va être en charge de l'arbitrage quotidien, c'est-à-dire effectivement des différents dossiers quotidiens qui auront été préalablement fixés dans leur cap par le Président de la République. Et là, effectivement, on a cette marque de détachement, pas forcément de renversement de ce qui s'est passé au préalable avec le quinquennat François Hollande, mais au moins de redressement, parce que cette volonté de fixer un cap était le souci de François Hollande. Sauf que la faiblesse de ce quinquennat, c'était effectivement une mauvaise communication, une mauvaise pédagogie et également cette mauvaise gestion de la solidarité gouvernementale qui n'a été gérée que extrêmement tardivement. Et par conséquent, là, on en revient à cette volonté d'un président qui va fixer cette direction. Il va peut-être falloir réfléchir à revenir sur cette proposition qui avait été formulée en 2008 par le comité Balladur, qui avait réfléchi à la modernisation des institutions et qui n'avait pas été reprise dans la révision constitutionnelle, à savoir une modification de l'article 5 qui confierait au président de la République la charge de définir la politique nationale. Il faudrait alors peut-être ajouter en collaboration avec le Premier ministre pour se prémunir des éventuelles cohabitations, où il y aura véritablement un dialogue entre les deux, et à la charge ensuite, pour le Premier ministre et le gouvernement, de la mettre en œuvre, de la conduire au quotidien. Jean-Philippe de Rosier et plutôt Gaël Brustier, on se posait la question au début de cette émission de savoir ce qu'Emmanuel Macron voulait faire de ce Conseil des ministres. Christophe Castaner y a répondu en partie. Pour lui, pour Emmanuel Macron, le Conseil des ministres, eh bien, il doit être un lieu de débat collectif et pas seulement une chambre d'enregistrement. Oui, effectivement, c'est les intentions modernisatrices du président Macron. Maintenant, il y a une volonté en fait de restaurer la présidence dans toute sa solennité, la verticalité régalienne, etc. Il y a quand même quelque chose qui joue contre, c'est le quinquennat. C'est-à-dire que le président est quand même de facto, par la temporalité du quinquennat, même s'il veut présider et non pas gouverner, il est quand même pris dans les affres de l'immédiateté. Et ça va être ça aussi une des difficultés tout simplement institutionnelles du président Macron, c'est que le septennat permettait aussi d'avoir un certain temps de recul par rapport à l'actualité politique liée aux majorités législatives. Alors justement, pour parler des législatives, Christophe Castaner est revenu sur ce qui va être la prochaine bataille pour ce gouvernement. Et quand on lui demandait quel devait être le rôle des ministres pendant cette campagne législative, eh bien, il a dit qu'ils devaient être des militants de la majorité présidentielle. Écoutez-le. Les ministres sont des militants de la majorité présidentielle. Ils ne sont plus les militants de tel ou tel parti politique. Et donc, ils devront veiller dans leurs déplacements à faire en sorte qu'ils puissent accompagner cela. Mais évidemment, en dehors de l'entente ministre.
Et je vous demande d'avoir bien cela en tête. Les ministres, et c'est l'invitation du président de la République, doivent se mobiliser dans les 4 semaines sans prendre en compte cette échéance, avec une seule ambition, celle de l'efficacité et de la rapidité. Le président de la République a eu l'occasion de réaffirmer la nécessité d'agir vite pour apporter des réponses aux Français. Et donc, évidemment, il ne doit pas s'encombrer d'un calendrier politique, en dehors de ceux qui sont candidats aux élections législatives, qui devront trouver le temps, une fois qu'ils auront terminé, réalisé leur action et leur journée ministérielle. Mais évidemment, les ministres n'ont pas vocation à conduire la campagne des élections législatives. Jean-Philippe de Rosier, les ministres, ils doivent s'impliquer dans cette campagne sous l'étiquette majorité présidentielle, mais en dehors de leur temps de ministre. Oui, disons que ça, c'est pas véritablement nouveau à chaque fois, en tout cas depuis 2002, mais aussi avec les précédents de 1981 et 1988, où c'était la volonté, après un nouveau président, de lui confier une majorité pour pouvoir gouverner. Et les ministres sont en charge de la campagne législative. Alors, ils le font en dehors de leur temps de ministre, ce qui veut dire qu'en réalité, leur temps de ministre va être réduit pour leur permettre de s'investir dans la campagne des législatives. Mais c'est tout à fait normal, ce sont des responsables politiques et ils doivent faire campagne. Tout cela pour aboutir à l'obtention d'une majorité en marche. Le seul souci, c'est que, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on ne va pas refaire toute cette discussion, mais il pourrait l'obtenir. La question, c'est de savoir sur quelle intensité, 200 députés en marche, 250, la majorité absolue. Mais surtout, je tiens à rappeler un point, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue sur la temporalité du quinquennat. Je vais très vite. En revanche, ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, avant même d'être élu, c'est qu'il y aurait les législatives, il essaierait d'obtenir une majorité, ensuite il aurait un projet de gouvernement, et si ça ne marche pas, il se réserve le droit d'utiliser son droit de dissolution de la Constitution. Et effectivement, au bout de 18 ou 20 mois, on pourrait tout à fait avoir une dissolution et un retour aux urnes, ce qui raccourcit d'autant la temporalité pour gouverner. Marie-Virginie Klein, ce message, les ministres doivent être des militants de la majorité présidentielle. On l'imagine qu'il s'adresse aussi à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui, je le rappelle, faisait partie de la commission d'investiture des Républicains. C'est donc lui qui a choisi les députés Les Républicains et UDI qui seront candidats. Voilà, et c'est là où on va arriver à observer l'exercice qui risque d'être très compliqué pour Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Observons cela avec attention. Ils ont dû quitter leur appartenance aux Républicains. Ils doivent maintenant militer pour la majorité présidentielle. Ils le feront. Observons ce que cela produira au sein des électeurs de droite, qui sont toujours là. Gaël Brustier, très rapidement, pour terminer, il a eu aussi cette phrase, Emmanuel Macron, pendant ce Conseil des ministres: les clivages, les étiquettes sont largement dépassés. Là aussi, ça montre la manière dont il voit sa présidence. Non, les clivages ne sont pas dépassés parce qu'il y en aura toujours de nouveaux qui apparaîtront. Simplement, les clivages anciens, ceux qui étaient le clivage gauche-droite, etc., dans la mesure où les politiques économiques menées, les politiques économiques et sociales menées tendaient de plus en plus à se confondre, effectivement, se sont émoussés au point qu'on peut voir cohabiter maintenant des gens issus du Parti socialiste et de l'UMP-LR au sein du même gouvernement. Néanmoins, il y a d'autres clivages qui apparaissent et ces clivages-là vont déterminer aussi les conditions d'apparition de son opposition. Merci beaucoup Gaël Brustier. Merci à tous les trois d'être venus avec nous pour commenter ce premier conseil des ministres du gouvernement d'Édouard Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Public Sénat.